En logique et plus particulièrement en théorie de la démonstration, on ne s'intéresse pas uniquement à savoir si une proposition a ou n'a pas de démonstration, mais on cherche aussi à classer les démonstrations en différentes catégories en fonction de leurs propriétés et des outils qu'elles utilisent. Une des premières distinctions que l'on est amené à faire est celle qui distingue les démonstrations constructives des démonstrations non constructives. Et on peut illustrer cette différence avec un exemple. Considérons donc un ensemble P qui contient le nombre 0, le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, et qui ne contient pas le nombre 6, le nombre 7, le nombre 8, etc. Mais malheureusement, une tache d'encre sur le schéma ne nous permet pas de savoir s'il contient le nombre 5 ou non. Et on se pose la question, est-ce qu'il existe un nombre n, tel que n appartienne à P, et n plus 1 n'appartient pas à P? Alors il y a beaucoup de manières de répondre oui à cette question. La réponse intuitive que l'on donnerait, c'est que oui, il existe forcément un nombre n tel que n appartient à P et n plus 1 n'appartient pas à P, puisqu'il faut bien qu'à un moment ou à un autre, la suite des nombres sorte de l'ensemble P, et donc il y aura un dernier nombre dans l'ensemble P avant que le suivant n'y appartienne pas. En revanche, si on pose la question « est-ce qu'on peut trouver un tel nombre ?», eh bien la réponse est non, puisque on ne sait pas si 5 appartient à l'ensemble ou pas, et donc on ne sait pas si le dernier élément dans l'ensemble est 4 ou bien 5. Donc cela se traduit par le fait que la proposition « il existe n » tel que n appartient à P et n plus 1 n'appartient pas à P est démontrable, et par le fait qu'il n'existe pas de terme T, tel que la proposition T appartient à P et T plus 1 n'appartient pas à P, soit démontrable. Cela peut se traduire par le fait que l'ensemble des propositions qui ont une démonstration n'a pas la propriété du témoin. Donc qu'est-ce que c'est que la propriété du témoin ? Donc un ensemble de propositions D a la propriété du témoin. Si à chaque fois qu'il contient une proposition de la forme il existe X A, alors il existe un terme T tel que la proposition A dans laquelle on remplace la variable X par le terme T appartient aussi à D. Et l'exemple que nous venons de voir montre que l'ensemble des propositions démontrables n'a pas la propriété du témoin et on peut essayer de comprendre pourquoi. Et essayons de comprendre la raison pour laquelle cette proposition, il existe un nombre n qui appartient à P et tel que n plus 1 n'appartienne pas à P, est démontrable. La manière la plus simple de démontrer cette proposition est de considérer deux cas. D'abord le cas où 5 appartient à P, et ensuite le cas où 5 n'appartient pas à P. Si le nombre 5 appartient à P, la démonstration est facile puisqu'il suffit de démontrer que 5 appartient à P et que 5 plus 1, c'est-à-dire 6, n'appartient pas à P. Pour démontrer que 5 appartient à P, on utilise juste l'hypothèse que l'on a faite que 5 appartient à P, et le fait que 6 n'appartient pas à P est une hypothèse que l'on avait faite dans la présentation du problème. Le cas où 5 n'appartient pas à P est facile également, puisqu'il suffit dans ce cas-là de montrer que 4 appartient à P, 4 plus 1, c'est-à-dire 5, n'appartient pas à P. Le fait que 4 appartienne à P est une donnée du problème, et le fait que 4 plus 1, c'est-à-dire 5, n'appartienne pas à P, est l'hypothèse que l'on avait faite dans ce second cas. Dans chacun des deux cas de la démonstration par cas, le témoin est clair, puisque dans le premier cas, le témoin est 5, et dans le second, le témoin est 4. Et il semble que l'indécision dans laquelle on est, entre le témoin 4 et le témoin 5, vienne de la démonstration par cas en elle-même. Qu'est-ce qu'une démonstration par cas? Une démonstration par cas est une démonstration qu'on construit avec une règle de déduction particulière qui nous dit que pour démontrer une proposition C sous un ensemble d'hypothèses gamma, il suffit de démontrer d'une part une proposition A ou B et ensuite de démontrer C successivement sous l'hypothèse A et ensuite sous l'hypothèse B. Et on voit que dans l'exemple que nous avons considéré, la proposition C qui se trouve ici va être la proposition il existe un n tel que n appartient à P et n plus 1 n'appartient pas à P. La proposition A va être la proposition 5 appartient à P et la proposition B, la proposition 5 n'appartient pas à P. Et les deux propositions qu'on a démontrées ici et là vont être les démonstrations de ces deux propositions. Deux fois la même proposition que l'on démontre, mais sous des hypothèses différentes. D'abord sous l'hypothèse 5 appartient à P, et ensuite sous l'hypothèse que 5 n'appartient pas à P. Mais d'où nous vient la démonstration de la proposition A ou B, c'est-à-dire de la proposition 5 appartient à P ou 5 n'appartient pas à P?
Cette proposition qui nous semble évidente, puisque, bien entendu, on s'imagine que ou bien l'ensemble P contient le nombre 5, ou bien il ne le contient pas, eh bien, pour démontrer cette proposition, on doit utiliser une autre règle de déduction, qui s'appelle la règle du tiers exclu, et qui nous permet de démontrer une proposition A ou non A, dans tous les cas, sans rien faire. Il n'y a aucune prémisse à démontrer, c'est une espèce d'axiome qu'on peut toujours utiliser. Le fait que, si on a une proposition A, eh bien, la proposition A ou non A est toujours tenue pour vraie. Et cette règle de déduction s'appelle la règle du tiers exclu. Mais si on regarde plus précisément cette règle qui nous permet de démontrer A ou non A dans tous les cas, c'est-à-dire sans savoir si la proposition A est vraie ou si elle est fausse, eh bien on entre ici avec cette règle du tiers exclu déjà dans une situation dans laquelle on dit ou bien une situation est vraie ou bien une autre situation est vraie sans savoir de laquelle des deux situations on parle. Et on voit que déjà ici, on est en train de perdre cette idée du témoin, puisqu'on peut très bien définir un nombre qui vaut 1 ou qui vaut 2, selon que A est vrai ou A est faux. Et comme on ne sait pas si A est vrai ou A est faux, eh bien on n'aura aucun moyen de savoir si ce nombre vaut 1 ou bien 2. Et en fait, c'est beaucoup plus cette règle du tiers exclu que la règle de démonstration par cas qui explique que l'ensemble des propositions démontrables n'est pas la propriété du témoin. Alors cela mène à une idée qui est d'essayer de faire des démonstrations qui n'utilisent pas la règle du tiers exclu, et c'est ces démonstrations qu'on appelle des démonstrations constructives. Et quand on se concentre sur des démonstrations constructives, c'est-à-dire qu'on étudie l'ensemble des propositions qui ont une démonstration constructive, eh bien il n'est pas très difficile de démontrer que cet ensemble de propositions a la propriété du témoin, c'est-à-dire que si une proposition de la forme « il existe XA » a une démonstration constructive, alors il existe toujours un terme T, qu'on appelle le témoin de cette proposition, tel que la proposition obtenue en remplaçant la variable x par le terme t est aussi une démonstration constructive. Cette distinction entre démonstration constructive et démonstration non constructive nous mène à une question un peu plus philosophique sur la nature et surtout sur le but des mathématiques. Face à une équation, par exemple l'équation x2 moins 4 égale 0, les mathématiques doivent-elles nous dire que cette équation a des solutions ou non, ou alors doivent-elles nous donner une méthode pour résoudre cette équation, c'est-à-dire calculer ses solutions?